Alors on se retrouve un peu, je veux dire l'humanité tout entière, on se retrouve un peu face à quelque chose d'inconnu, une planète qui est magnifique mais qui en même temps est fragile. Et la question qui émerge partout, la question de la gouvernance et l'interopérabilité, des peuples, des cultures, avec chacune leur ontologie, leur manière de voir, leur système de valeurs. Alors comment vous voyez tout ça se transformer en une magnifique intelligence collective, systémique, où finalement les conflits viscéraux qui animent l'humanité se résolvent dans l'harmonie? Alors là, je crois que Michel, vous posez une question trop vaste pour moi. Je pense que personne n'a la réponse. On a peut-être quelques intuitions. Je peux partager que ces choses-là. Déjà, je crois qu'il y a un fantasme qu'on peut quitter, en tout cas qui appartient à l'idéologie de l'intelligence collective pyramidale, dont j'ai parlé avant dans d'autres vidéos, à savoir toujours d'aller vers un peu plus de pyramide. Et puis un jour, on va finir avec un gouvernement mondial qui va gérer par pyramide, strates, chaînes de commandement et tout réguler. Et on voit aujourd'hui que ça ne marche pas. Que en fait, l'intelligence collective pyramidale s'avère tout à fait désarmée pour gérer et même comprendre simplement, ou voir la complexité écosystémique. Alors, ce qu'elle essaye de faire pour résoudre ça, elle essaye de simplifier. Elle essaye de simplifier les gens, elle essaye de simplifier les ressources, les systèmes, etc. La nature, on voit que finalement, elle ne nous a pas attendu pour finalement qu'une extraordinaire complexité, une extraordinaire diversité sache fonctionner ensemble. Et elle crée ce qu'on appelle, dans un langage technique, de l'interopérabilité. Par exemple, un système hormonal à l'intérieur d'un corps va permettre à différents organes de fonctionner. Des phéromones, donc système olfactif, vont permettre éventuellement à certaines espèces de communiquer sur certains aspects de territoire ou de sexualité ou de choses comme ça. Chez beaucoup d'espèces, les phonèmes, en particulier les humains, nous avons développé une palette de phonèmes qui font que déjà, à grande échelle, sur des territoires gigantesques, nous arrivons à communiquer dans une même langue où nous comprenons la séquence de ces phonèmes et ce qu'ils veulent dire dans des représentations parfois extrêmement abstraites. La chimie en tant que telle fonctionne de manière interopérable puisque des atomes vont s'assembler suivant aussi des protocoles connus de la chimie. Donc on voit qu'à chaque fois, on a finalement un champ donné avec des objets et qui vont s'assembler suivant des règles, soit sémantiques, soit chimiques, soit électromagnétiques, soit comportementaux, et qui font qu'on a de l'interopérabilité. Alors pour nous, dans le futur, on a une recherche d'un nouveau niveau d'interopérabilité, parce que finalement, on vit dans un monde chaotique et fractal, finalement, où le tout aussi se retrouve dans la partie et la partie dans le tout, où il y a une invariance d'échelle entre les problèmes ou les problématiques qui peuvent se passer ici, mais elles se passent aussi là-bas et à plus grande échelle. Donc, en fait, on a besoin d'encore plus d'interopérabilité. Et là, je n'ai pas de réponse sur la forme finale que ça va prendre. Cependant, au moins les choses sur lesquelles nous, j'entends un réseau de chercheurs dans le monde, travaillons, touchent à ce fameux langage de la richesse dont je parlais dans une émission précédente, à savoir ce qui va nous permettre déjà de mettre dans un langage extrêmement riche et varié toute notre représentation en fait, des flux. Qu'il s'agisse de flux d'énergie, qu'il s'agisse de flux écosystémiques, qu'il s'agisse de flux de richesse humaine, il y a un langage qui se développe autour de ça. De matière, d'influence intellectuelle, etc. Alors je sais que ça fait très abstrait ici. Je crois que c'est le big data. Le big data est complètement là-dessus. C'est une analyse des flux. Et effectivement, on considère que grâce au big data, on analysera des flux et du coup, on pourra anticiper longtemps à l'avance certains phénomènes. Bon, par exemple, on peut anticiper l'apparition d'un microbe parce que chaque année, depuis des années, le microbe apparaît à la même époque. Et on peut même anticiper la mutation de ce microbe parce qu'on aura le flux de l'ensemble des gènes qui participent à la transformation. Et on pourra prévoir même la météorologie beaucoup plus en détail parce que justement, on aura des ordinateurs qui modéliseront des milliers et des milliers, des millions et des millions, des milliards et des milliards de particules en relation.
Oui, absolument, il y a ça. Et il y a aussi, je pense, le fait qu'on va se doter d'une sensorialité. Donc pas simplement d'une compréhension intellectuelle ou analytique de tout ça, mais d'une sensorialité, finalement, qu'on a déjà, pour toute personne versée dans les médias sociaux, avec tous les problèmes que ça pose, le bruit de fond, etc. Mais si on commence à savoir soi-même optimiser ces flux-là, moi je peux dire d'expérience personnelle que j'ai une sensorialité, mais physique, corporelle, de mes réseaux sociaux, de ce qu'il y a dans l'air, de l'état d'humeur général, et j'ai pas besoin de lire le journal ou de voir le journal de 20 heures qui lui me donne une façon de voir le monde à l'ancienne qui m'intéresse plus du tout. High Tech, High Touch, c'est le nom d'un très bon livre qui avait été fait sur ce lien apparemment inattendu entre la haute technologie et la haute sensibilité humaine. C'est-à-dire que la haute technologie ne déshumanise pas, mais au contraire crée des humains beaucoup plus sensibles, parce que en fait, les technologies vous amènent à reposer en fait la question de votre humanité et votre politesse aux autres. On l'a vu d'ailleurs dans le temps passé avec l'apparition des grandes villes où justement il a fallu inventer la politesse. Mais d'ailleurs, pour conclure, vous me disiez que la politesse s'était dépassée et que vous aviez inventé encore quelque chose de mieux que la politesse. Je ne sais pas si, je peux dire mieux, je n'ai pas de jugement de valeur, mais en tout cas, oui, j'ai fait le constat que la politesse nous donne un outil, on va dire, pour éviter à la fois le mensonge et à la fois la vérité. Nous fait naviguer dans des eaux tièdes, et elle a cette fonction justement sociale qui nous permet d'éviter de nous confronter sur les choses difficiles, mentir ou dire la vérité. J'ai fait, parmi d'autres choix dans ma vie personnelle, effectivement, de fonctionner sur la vérité radicale. Alors pas la vérité absolue, je ne la connais pas, mais en tout cas ce que je ressens, ce que je peux percevoir, et de l'offrir, pas de la pousser, de l'offrir à qui a envie d'entendre ce que je peux percevoir au fond de moi. Et là, ça nous fait effectivement sortir de la politesse, mais en même temps, il y a un art de la vérité aussi qu'on peut apprendre à pratiquer, et je m'y emploie, j'essaye en tout cas tous les jours. Ben merci de nous avoir offert votre vérité. Merci Jean-François Noubel, et à très bientôt. À bientôt, Michel.